Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission très spéciale de Téléhandicap. Notre invité aujourd'hui est une sommité mondiale en sciences, un professeur émérite des universités et un conférencier chevronné dans le domaine de la physique. Le décès a dû affecter sa vie, mais les affections de son cœur sont restées stables, est un exemple à vivre. Vous savez, si l'arbre perd une grosse branche, c'est évident qu'il souffrira. Mais il n'en mourra pas. Il continuera sa poussée magique et insufflera sa vitalité aux autres branches pour remplir ce vide manquant. C'est le cas de notre invité d'aujourd'hui et j'ai nommé le professeur émérite Tronk Vovan qui a tout laissé pour accompagner sa tante moitié dans sa maladie et ce qui m'a fait comprendre que la vie a un seul titre, c'est l'humain. Professeur Tronk, bonjour et bienvenue à cette émission spéciale. Bonjour, M. Coury. J'espère que vous allez bien. Oui, je vais bien, merci. Vous également? Merci beaucoup. Professeur Tronk, vous êtes marié et père de 2 enfants. Votre carrière professionnelle est impressionnante, même vivante. Par contre, votre carrière familiale est tout simplement inspirante. Passionné de la physique depuis votre jeune âge, votre carrière avait débuté à l'Université de Moncton et s'est terminée à l'Université Concordia avec les titres de professeur émérite et vice-recteur à la recherche. Voulez-vous, s'il vous plaît, nous laisser vivre avec nos téléspectateurs le contenu de cette carrière brillante qui a été diffusée dans différents pays à travers le monde? Vous êtes bien gentil, M. Coury. Je vous remercie de vos paroles bien élogieuses à mon égard. Je ne sais pas si je mérite ça, mais enfin, je suis venu ici au Canada en 1966 comme étudiant. C'était à l'école polytechnique et où je faisais mon premier diplôme où j'étudiais en génie physique. Et ensuite, j'ai continué des études en physique qui m'ont amené euh, jusqu'au doctorat et je l'ai complété à l'Université de Toronto en 1976. Euh, Après ça, je suis originalement venu du Sud-Vietnam lorsque le pays était divisé en deux, le Sud et le Nord. Et après la fin de la guerre en 1975, les Vietnamiens qui sont venus du Sud au Canada ont été accordés le statut d'immigrants par le gouvernement canadien. Donc, après la fin de la guerre en 1975, on a eu ce choix-là. Donc, je suis, à cause du changement de régime au Sud-Vietnam à ce moment-là, et les conditions qui n'étaient pas tellement propices pour un retour au pays, je suis donc resté au Canada et j'ai commencé à travailler à l'Université de Moncton en 1976. Là, on était on pensait peut-être on allait rester quelques années, mais à la fin, on est resté assez longtemps, ma famille et moi, parce que on a tellement aimé la région, les gens de là-bas, l'accueil chaleureux, euh, en particulier de la population acadienne à l'égard des immigrants comme moi. Donc, j'étais vraiment en amour avec cette institution-là qui a quand même une mission très particulière euh, pour les Acadiens, bien sûr, mais également pour la francophonie au Canada. Et j'ai adoré vraiment travailler dans cet endroit-là. On a passé euh, 27 ans euh, dans cette, dans cette région-là. Et comme enseignant, bien sûr,
je travaille comme professeur et je travaille également en recherche, mais j'avais aussi un intérêt euh, en administration universitaire, ce qui m'a amené à contribuer à ces différents niveaux-là. Et je pense qu'on a été très favorisé dans notre travail. Et c'est pour cela que vraiment, on a vraiment aimé rester dans cette région-là. Mais tout en travaillant comme administrateur universitaire, j'ai aussi gardé mon profil de chercheur et puis d'enseignant. Et j'ai essayé d'assumer les tâches qui étaient typiques de celles d'un professeur. Après cela, euh, j'ai quitté l'université de Moncton pour accepter un poste de vice-recteur à la recherche à l'Université Concordia. Et le dernier poste que j'avais à l'Université de Moncton était un poste de vice-recteur également, mais à l'enseignement et à la recherche. Donc, à l'Université Concordia, j'ai continué ma carrière en physique comme administrateur, mais en même temps comme physicien, parce que je gardais aussi le profil de chercheur et enseignant quand j'étais à Concordia. On essayait de faire les choses parallèlement. Et à la fin de mon mandat comme vice-recteur à la recherche, je pensais revenir à l'enseignement et à la recherche, mais à l'existence de quelques collègues, on m'a vraiment recommandé là, pour que je devienne le directeur euh, du département de physique. J'ai pris un mandat et un premier mandat d'abord, et ensuite un deuxième mandat avant de prendre ma retraite à cette université-là. Donc, 27 ans à l'Université de Moncton et 13 ans à l'Université Concordia. Ça faisait en tout 40 ans comme professeur. Mais les grandes recherches, même au niveau des nanoparticules, avaient commencé à l'université de Moncton, si j'ai bien Oui, compris. oui, absolument. Parce que, en fait, quand je faisais ma thèse de doctorat à l'Université de Toronto, c'était sur les nanoparticules. Et donc, je continuais dans cette veine-là à l'Université de Moncton, en travaillant sur les matériaux avancés et en particulier les couches minces de matériaux et les nanoparticules. Euh, ce thème a été poursuivi aussi à Concordia et je m'intéressais à la recherche fondamentale des propriétés d'interaction entre la matière et la lumière, mais en même temps, je m'intéressais aussi aux applications de ces recherches-là. Je travaillais souvent en collaboration avec des personnes qui travaillaient dans l'industrie et on essayait d'avoir des transferts de technologies d'une manière ou d'une autre. Et enfin, j'avais d'autres intérêts également, euh, notamment par exemple dans la coopération internationale et je faisais aussi une certaine part dans ça. C'est une, c'est une présentation comme introduction exceptionnelle. C'est la raison pour laquelle je vais me permettre d'aller aujourd'hui directement dans le corps du sujet, un sujet qui m'a beaucoup impressionné et je voudrais avoir votre opinion là-dedans. C'est qu'après votre première expérience à titre de scientifique hautement considéré et respecté, vous êtes retrouvé subitement, après une vie familiale paisible et joyeuse, devant un défi majeur et faire face à ce premier contact après un dépistage génétique que votre femme est bel et bien commence à vivre les premiers symptômes d'Alzheimer. Tout d'abord, quelle était votre réaction face à cette nouvelle? Ensuite, quelle a été votre action? Euh, j'ai pris donc ma retraite en 2016. Mon épouse et moi, on a fait des projets. On s'est fait des projets, notamment on allait voyager, on allait avoir plus de vie familiale et qu'on pourrait même, qu'on aurait pu quand même
travaillé comme volontaire dans le domaine de l'éducation. Euh, on avait formulé beaucoup de projets avant de prendre ma retraite. Mais finalement, comme vous disiez, le destin en a décidé autrement. Et brièvement, après ma retraite, euh, ma femme a eu le diagnostic de la maladie d'Alzheimer. Euh, Ça a vraiment détruit tous nos plans. Et c'était vraiment un choc pour nous deux. Euh, Notre famille également, pour les enfants également. C'était un choc très grand, mais on, on ne connaissait pas vraiment de quoi il s'agissait en réalité. On était un peu perdus. On était en désarroi quand on connaît on savait que la maladie d'Alzheimer est une maladie qui est incurable. Et les médecins nous disaient clairement qu'il n'existe pas de remède qui, qui pourrait euh, guérir la personne de cette maladie-là. Et la seule chose qui existe, c'est des médicaments qui pourraient aider à retarder l'avancement de la maladie. Oui. Après ça, je pense qu'il n'y a pas grand-chose comme autre traitement médical. Euh, et même avec ces médicaments, soi-disant, qui peuvent aider à retarder euh, la maladie, l'avancement de la maladie, ce n'était pas une garantie non plus. Et, Mm. les, les médicaments eux-mêmes ont des effets secondaires qu'il faut aussi considérer. Donc, on était vraiment très choqués. Mais comme tout le monde, je pense, on nourrissait toujours l'espoir de pouvoir continuer à maintenir un certain statu quo, à maintenir ça aussi longtemps que possible. On savait que la vitesse d'avancement de cette maladie-là variait avec les personnes. Ça peut être 3 ans, 4 ans, ça peut être 7 ans, ça peut être un peu plus, on n'en sait rien. Mais la, la personne peut peut-être survivre le diagnostic pour un certain temps. Et nous, on espérait de prolonger cette sorte de normalité autant que possible pour jouer de notre vie ensemble. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on commençait à s'informer davantage sur la maladie, à s'informer aussi sur ce qu'il faut faire, quelles sont les conséquences des actions, etc. Donc, c'était très difficile. On était un peu laissé à nous-mêmes, je crois, dans ce cheminement-là. On n'avait pas un plan d'attaque, on n'avait pas un plan de traitement, même si c'est un traitement de, de retarder l'avancement de la maladie. On n'avait pas de tout cela. On savait, on avait des bribes d'informations et on nous donnait des informations sur les organismes qui pouvaient nous aider, comme la Société d'Alzheimer, le Canada, etc. Mais comme approche de traitement, il n'y avait pas une approche systématique ou bien stratégique ou bien une approche de manière plus holistique. Et on se sentait un peu laissé à nous-mêmes. Mais quand même, les premières années étaient gérables. Il y avait une sorte de continuation de notre vie. Malgré tout, la, la dégénérescence de certaines facultés cognitives, euh, la détérioration de, de, de l'état de mon épouse était progressif et on pouvait constater ça. Tout Excellent. cela a duré pendant environ 3 ans, avant que finalement un événement majeur a survenu.
Et cet événement, c'était en avril 2019. Euh, mon épouse a eu un AVC. Et ça a complètement bouleversé notre vie. Donc, on était même plus perdus à ce moment-là. Euh, c'est un peu comme si le ciel nous tombait sur la tête. Et plus que cela, quand ma femme était à à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal pour la réadaptation, j'ai découvert que j'avais un cancer. C'est Et, ça. c'était tout simplement par hasard. Je n'avais pas de, de signe ça ou quoi que ce soit. Je ne savais pas. Mais je l'ai découvert par hasard. Quand j'ai découvert qu'il y avait quelques cailloux de sang euh, dans mon urine, j'étais un peu perturbé et j'ai consulté mon frère qui est médecin. Il me disait, mais viens tout de suite, je vais te tester pour savoir si dans ton urine, il y a du sang. Et effectivement, il y avait du sang dans mon urine et on a procédé à examiner euh, mon corps. Et, enfin, on a fait l'échographie et on a découvert une grosse tumeur dans un rein. C'est ça. Et le médecin, en voyant ça, il vient me voir tout de suite. Après la séance, il me disait, vous devez aller voir, vous devez faire quelque chose tout de suite. C'est urgent. Dans les Oui, prochaines semaines, si vous ne faites pas, là, ça va être très difficile. Donc, c'était une nouvelle aventure pour nous. Ça chambardait tout. À ce moment-là, on se remet beaucoup en question. On était en état de crise parce qu'elle, elle était en réadaptation, n'a pas encore fini sa réadaptation. Et avec son Alzheimer, la réadaptation, elle n'était pas facile non plus. Il fallait répéter beaucoup de choses pour que puisse apprendre à marcher de nouveau ou bien à faire les mouvements euh, qu'elle avait avant. Donc, on se remet beaucoup en question quelles sont les choses essentielles de la vie, quels sont nos objectifs, quel est le sens de la vie. On a contemplé beaucoup la possibilité de mortalité également. Mais la question qui se pose à ce moment-là, c'était qu'est-ce que euh, qu'est-ce qu'on va faire avec mon épouse quand je serai complètement, par exemple, euh, pris dans cette maladie-là. Alors, si, je pourrais éventuellement être pris dans cette maladie-là et puis ne pas m'en sortir, ou bien je devais entreprendre beaucoup de traitements après, qui sait, la chimiothérapie, toutes sortes de choses. Euh, penser à tout cela. Et il va falloir faire un choix. Je me disais, qu'est-ce qu'il faut faire après, si je me rétablis. Et la question est de savoir si j'allais reprendre ma femme pour l'amener à la maison ou bien la mettre, ou bien la mettre dans une institution, dans une résidence, un CHSLD qui pourrait s'occuper d'elle et je pourrais aller la visiter. Cette décision sera la décision cruciale advenant le cas où on s'en sortirait. Donc, on a pensé à ça. Et puis nos amis également, la famille, nous conseillent sur beaucoup de choses, ont été d'un appui aussi très fort pour nous durant ce temps-là. Et je tiens à les remercier euh, de leur amour et puis de leur aide.
Mais vous savez, la majorité des gens me disent, vu l'état que j'allais avoir et puis ce que ma femme avait à ce moment-là, la plupart des gens me conseillaient de mettre ma femme dans une institution, de mettre dans une résidence. Je m'y attendais à cette histoire touchante. Oui, Elle est vraiment, vraiment touchante, ce que vous venez de nous dire là. Et c'est à suivre. C'est un exemple à suivre, cette histoire vivante et inspirante. Maintenant, ce que je veux savoir de votre part, malgré que vous faites partie de cette élite intellectuelle capable de diagnostiquer à froid, que ce soit les particules ou même les atomes, évidemment, c'est du matériel, d'une part. Mais d'autre part, votre choix se dirigeait vers quelle direction vis-à-vis votre décision de continuer à diriger des thèses de doctorat, publier des articles scientifiques ou devenir un proche parent ou un proche aidant pour accompagner votre épouse dans sa destinée et la tenir entre vos mains. Votre décision était claire, vous êtes devenu automatiquement, sans aucune forme d'autre chose, de devenir un proche aidant naturel à votre épouse. Laissez-nous vivre cette décision qui a été prise à froid, après réflexion, de quelle manière a été prise cette décision quand vous êtes devenu en tout laissant à côté pour devenir un simple proche aidant, mais un profond, un exemple des proches aidants pour votre épouse. mais comme je vous disais, euh, je comprends que les gens sont concernés euh, pour moi et me conseillent avec les meilleures intentions. Mais comme personne proche de euh, mon épouse, euh, j'avais le choix vient très naturellement. Euh, Comment pourrais-je laisser une personne qui a partagé sa vie avec moi pendant plus d'un demi-siècle et qui m'a beaucoup aimé également? Donc, le choix était instantané. Je n'avais pas de doute que j'allais reprendre mon épouse lorsque je serais sorti de l'hôpital et que j'aurais fait ma convalescence. Euh, j'aurais complété ma convalescence. Et c'est ce que j'ai fait. Mais vous savez, ce n'est pas une décision qu'on peut prendre à la légère. Il faut être euh, vraiment connaissant de la situation. Il faut dire que peut-être que cette solution-là n'est pas pour tout le monde non plus. Et il y a des conditions pour devenir un proche aidant. Euh, bien sûr, comme époux de cette personne-là, je n'avais pas d'hésitation à dire que je vais la reprendre. Mais en même temps, je savais aussi que pour être proche aidant, il faut un certain nombre de conditions. Il faut d'abord être en santé physique, aussi bien que mentale. Il faut avoir une certaine sécurité financière. Il faut être épaulé dans son travail. Il faut avoir de l'aide, que ce soit des auxiliaires qui nous aident et, dans nos tâches quotidiennes ou bien dans l'aide à la personne concernée. Et, et il faudrait qu'on ait aussi cette sorte de formation aussi sur l'évolution de la maladie. En plus, ce qui n'est pas la moindre chose, on doit avoir du temps de répit. Il faut que la personne qui est aidante ait du temps de répit pour pouvoir vraiment subsister. Et tout cela, c'est un ensemble de conditions qui doivent être euh, prises en considération quand on prend la décision de garder euh, l'être cher à la maison et puis de lui apporter des soins.
Donc, c'est vraiment pas quelque chose de mineur, c'est un projet majeur. Ça peut être un projet de vie. Et lorsqu'on réalise que dans ces conditions-là, par exemple, une personne atteinte d'Alzheimer, on est, euh, on est pris dans cette situation-là euh, d'une manière importante. Et quand on décide de garder cette personne à la maison pour la soigner, il faut dire que ça devient le projet majeur de notre vie. Et comme vous savez, à chaque stade de notre vie, il y a un projet ou bien un projet ou des projets majeurs. Quand on est jeune, on étudiait. Quand on a fini les études, on voulait avoir un travail, travailler dans un milieu quelconque. C'était de nos projets majeurs. Maintenant, dans ce cas-ci, on doit se dire que le projet majeur qu'on a, c'est de soigner euh, notre épouse ou bien notre époux, selon le cas. Et, euh, et ça devient en quelque sorte notre mission. Euh, donc, il ne faut pas prendre les choses à la légère. Il y a des enjeux qui sont très importants et ça nous lie. C'est quelque chose qui est difficile, mais en même temps, euh, quelque chose qui pourrait être très satisfaisant. Les gens disent, ben, il faut que tu penses à toi. Il faut que tu penses à toi parce que tu as quand même une vie aussi. Tu as aussi des responsabilités envers tes enfants, ton petit-fils, etc. Je dis, OK, mais moi, je pense à moi également. Et je pense beaucoup à moi, en fait. Parce Ouais. que si je la mettais loin de moi, euh, là, je serais vraiment malheureux. Et je ne veux pas être malheureux. Je veux quand même continuer à Oui, oui. vivre d'une façon normale. Et c'est de cette façon-là que je peux mener une vie plus normale. Ah. Dites-moi, c'est excitant d'entendre ce que vous venez de dire, mais je vais aller plus profondément que ça. Je vais aller chercher toutes les particules qui relèvent de votre personne au niveau émotif et au niveau rationnel. Et je voudrais savoir que, d'après vous, votre choix était plus émotif que rationnel, sachant que vous êtes un homme très sensible et humainement très généreux, non seulement chez nous, mais aussi envers votre pays natal, le Vietnam. Ce qui veut dire, d'après vous, que l'émotion a dépassé ou a guidé la raison dans Moi, vos... je pense, moi, je pense sincèrement qu'il y a les deux. Il y a l'émotion, mais il y a aussi une certaine rationalité chez moi. Parce que quand je considère, enfin, l'émotion me dit, OK, je vais garder ma femme chez moi. C'est l'émotion qui me dit ça. Et puis, c'est une décision instantanée, spontanée. Ça arrive tout de suite. Mais je regarde également, après ça, là, après cette décision émotionnelle, aussi, je regarde aussi ce que j'ai comme conditions. J'ai quand Ouais, même des conditions favorables. ouais, Je suis un retraité. Je peux pas, je pourrais subsister sans travailler dehors. J'ai quand même une certaine sécurité financière. J'ai de la famille qui me supporte. J'ai des amis qui m'entourent. Euh, j'ai, euh, je pourrais avoir un peu d'aide gouvernementale. Je euh, pourrais m'organiser de telle manière à avoir une vie plus équilibrée aussi. Même si ma tâche principale, c'est de prendre soin de ma femme, euh, il y a toutes ces possibilités qui existent et puis j'en suis bien conscient. Donc, c'est un peu cette rationalité-là qui m'a aidé à voir les choses de façon plus positive. Mais comme j'aimerais quand même insister sur un point, plus que la santé physique ou simplement mentale, je pense que l'aidant doit être dans un état d'esprit qui est propice
à l'exercice de sa fonction. Et cet état d'esprit vient seulement après de mûres réflexions et après beaucoup de recul, et puis de soulèvement de questions, toutes sortes de choses. On arrive à un état d'esprit qui est serein. Et quand on est serein, on pourrait faire des choses autrement. On pourrait vraiment durer, on pourrait subsister. Parce qu'il ne faut pas se berner. Le travail est difficile et très exigeant. Mais on a le choix de dire, OK, est-ce que c'est une corvée ou bien c'est des gestes d'amour qui se renouvellent. Et chaque fois qu'on fait une chose et puis on dit que c'est une corvée, on est vite fatigué, on est déprimé. Mais si on fait une chose, on dit, ah, c'est ça, c'est quelque chose que je fais qui manifeste le soin que j'ai pour la personne, qui augmente son confort, qui lui donne du réconfort. Là, c'est différent. Et parfois, on ne sent pas la fatigue. Et on peut continuer. Et c'est de cette manière-là que on peut, dans cet état d'esprit-là, les gens peuvent durer. C'est ça qui assure la pérennité de notre travail comme aidant naturel. En terminant, vous êtes, professeur Vauvin, de cette catégorie d'hommes et de femmes qui font les choses à leur façon ou même qui ont géré leur éducation, je dirais exemplaire, en silence et sans faire du bruit. Maintenant, voulez-vous nous parler en terminant de cette belle expérience de rester fidèle à votre femme et de l'accompagner jusqu'au bout en restant souriant dans un état serein et joyeux? Je pense que c'est, comme je vous disais, là, ce qui fait la différence, c'est l'état d'esprit dans lequel on se trouve. Et si on fait les choses selon nos convictions, si on sait que accompagner une personne qui a besoin de nous, une personne est une chose valorisante, et si on sait que ce qu'on fait euh, peut rendre la personne heureuse, ce qu'on fait peut l'aider à surmonter les difficultés. Je pense que c'est ça qui est notre récompense. Et ceci nous aide à rester toujours serein et même dans les moments parfois très difficiles. Parce que, vous savez, on a traversé des moments très difficiles, on a été à l'urgence plusieurs fois, et, mais on est passé à travers. Ça fait 7 ans qu'on travaille ensemble, ma femme et moi. Et je suis heureux de dire que jusqu'ici, ma femme a toujours conservé sa sérénité et elle est apparemment heureuse. C'est ça qui est remarquable parce que je, elle n'a pas de saut d'humeur, elle n'a pas de, de moment qui, qui laisse croire qu'elle est très malheureuse. Non. Chaque jour, quand je viens la voir, elle me sourit, elle me serre la main et ses yeux me regardent avec une grande tendresse. Alors, tout ça, là, c'est le bonheur de chaque jour. Et c'est ça qui, qui nous rend, euh, enfin, je peux dire, ce qui nous rend infatigables. Ce qui, ce qui nous rend, qui nous donne beaucoup d'énergie à chaque journée. Et je ne cherche pas autre chose que ça. Je cherche tout simplement euh, une certaine chaleur humaine qui reste. Je cherche l'intégration qui existe encore entre mon épouse et moi. Et je cherche cette chaleur
qu'elle a toujours euh, euh, en partageant sa vie avec moi. Euh, En conclusion, mon cher ami, vous nous impressionnez parce que vous êtes un exemple réel de résilience et de dignité. Votre expérience me touche énormément et me rappelle la présence permanente de ma mère auprès de mon père durant les derniers mois avant son départ. Je vous remercie de cette belle expérience et de cet apprentissage inspirant en votre compagnie aujourd'hui, en vous souhaitant l'énergie des gens libres et surtout en santé pour un lendemain meilleur. À vous, chers téléspectateurs, j'avais appris d'un grand philosophe que l'apprentissage nous accompagne la vie durant. Continuons ensemble à mettre en pratique cette formule pour le bien et pour l'équilibre de notre société. Merci beaucoup et à la prochaine émission.